Bonjour, bienvenue à votre revue de presse du vendredi 7 mars. Aujourd'hui, Trump qui joue avec les tarifs et donne encore un mois au Canada et au Mexique pour plaider leur cause. Votre facture d'électricité va augmenter de 3,6 %. De très nombreux cas de rougeole qui sont détectés au Québec et faire l'école dehors, à l'extérieur, beau temps, mauvais temps, une fois par semaine. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Le roi de la Maison-Blanche, s'amuse à jouer avec les tarifs, un peu comme un clown avec des balles. Il annonce des tarifs, les retarde, impose un sursis pour les autos, puis finalement décide de prolonger le sursis d'un mois sur d'autres produits. Et là, jure, promet que ce sera la dernière fois. La journée d'hier commence par l'annonce d'un sursis pour le Mexique. Pas un mot sur le Canada. Tout le monde se regarde en disant « Mais comment se fait-il que le Canada n'est pas inclus? Est-ce que ça va venir plus tard? Est-ce qu'on est mis de côté parce que les relations personnelles Trump-Trudeau sont extrêmement difficiles? » Non. Quelques heures plus tard, sa magnificence décrète que le Canada bénéficie aussi de sa clémence pour un autre mois, comme le Mexique. Ce sursis, il faut le dire, vise des produits qui sont compris dans l'accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique. Et je vous jure que c'est pas si simple que ça à déterminer. Conséquence de la stratégie du monarque. Là, les entreprises des deux côtés de la frontière sont perdues et ne savent pas sur quel pied danser. C'est un mois, on ajoute un autre mois. Est-ce qu'on pourrait avoir des décisions permanentes, être capable de prévoir ce qui s'en vient? Les gouvernements se font prendre par surprise et doivent être en mode réaction, ajuster le discours. Je sais qu'il aime ça, le Trump. Frapper l'adversaire, le déstabiliser. Le Canada a décidé de maintenir quand même la ligne dure, alors que la présidente mexicaine flatte davantage l'ego du président Trump dans l'espoir de prolonger la trêve ou de l'amener à changer de position. C'est un peu le chant des sirènes. Et puis les marchés boursiers ont continué de glisser. Qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? On est vendredi. Probablement quelques attaques personnelles, quelques insultes. Va passer la journée au téléphone à écouter distraitement les chefs de gouvernement, les PDG qui vont l'appeler pour essayer de le convaincre, de tasser les tarifs, que c'est pas bon pour l'économie, c'est pas bon pour personne. Il adore ça d'ailleurs. Il est le centre d'intérêt de la planète et il jubile, ça l'amuse, ça le fait sourire. Et il faut garder ça en tête, là, qu'il est une façon de sortir gagnant parce que Trump ne perd jamais. La bourse plante. Hier, il a dit, ça n'a rien à voir avec mes tarifs. Ce sont des compagnies qui ont abusé des États-Unis, qui se vengent actuellement. De toute façon, je ne regarde pas les résultats boursiers. Les gens disent, Monsieur Trump, vous avez reculé, vous avez changé d'idée. Pas du tout, pas du tout. J'ai un plan et je suis en train de procéder. Dans le détail, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est la deuxième fois en 2 jours que Trump fait marche arrière sur l'imposition des droits de douane concernant le Canada. Le secteur automobile, on le savait. Maintenant, ce sont des marchandises certifiées d'origine en vertu de l'accord de libre-échange. Qu'est-ce que ça veut dire, là? Beaucoup de détails. Ça dépend du pourcentage de contenu canadien à l'intérieur des produits. Peut-être que vous êtes dans une entreprise où c'est déjà certifié, mais en tout cas, ça peut pas se faire si rapidement. Et surtout que c'est pour une courte période. C'est ce que M. Trump prétend actuellement. Selon la Maison-Blanche, c'est environ 62 % des produits qui vont continuer d'être taxés à 25 %, mais à moins que ça change aujourd'hui. Alors, sérieusement, là, c'est assez confus, assez difficile de se retrouver. Autre élément dans la journée d'hier, c'est la réaction du Canada. M. Trudeau a dit il n'y aura pas d'entente tant qu'il y aura des tarifs. Alors, d'une part, on maintient les contre-tarifs qui ont été annoncés. Tout ce qu'on fait, c'est que la deuxième vague qui devait toucher pour 125 milliards de produits, qui est prévue dans moins de 3 semaines, pour l'instant, on met ça sur la glace. Mais on verra rendu au début du mois d'avril. Vous comprenez, là, il annonce ça quand il prend son fauteuil à la Maison-Blanche, retarde les annonces, on ne sait pas, c'est le 1er mars. Là, finalement, on est rendu au mois d'avril. Alors, le Canada dit, je tiens
cette stratégie et j'ai pas l'intention de la changer. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, lui, augmente les tarifs, impose en fait des tarifs pour l'électricité qui est vendue aux Américains. Il dit, moi, peu importe là, les reculs, les mises sur pause, je vais de l'avant avec ma stratégie. C'est quand même assez important. Et puis le Canada va vivre un moment crucial au cours de la fin de semaine. Nouveau chef pour le Parti libéral, donc nouveau premier ministre ou première ministre, est-ce que ce sera Mme Freeland ou M. Carney? Et Justin Trudeau a indiqué hier que la transition va se faire assez rapidement et probablement qu'on aura droit à un déclenchement tout aussi vite d'une élection. Et Trudeau est revenu sur son échange téléphonique de 50 minutes avec Trump. Il a été plus, disons, stratège que M. Trump. Il dit, je peux confirmer que c'était un appel coloré, mais aussi assez quand même substantiel. On va parler des vraies affaires. Il a dit que le ton avait varié en fonction des sujets abordés. Trump a répondu à ça, encore une fois, sur son réseau social, en disant que c'est incroyable, malgré le mauvais travail de Trudeau pour le Canada. D'ailleurs, je pense que Trudeau utilise le problème des tarifs, dont il est en grande partie responsable, et là, je comprends pas tout ce qu'il veut dire, là, pour se représenter comme premier ministre. M. Trudeau ne se représente pas. Il part dans les prochains jours. Il dit, c'est tellement drôle de le voir aller. Tu sais, Trudeau l'a traité de stupide. Et les conseillers ont dit, c'est épouvantable. Trump, il peut insulter la planète au complet, mais dès que quelqu'un l'égratigne un peu, lui envoie une courbe comme ça, une petite fléchette, ah là, le monsieur est sensible, puis ça va sans doute être dans ses insultes régulières qu'il va marteler sur son réseau social. Maintenant, aux États-Unis, j'insiste là-dessus parce qu'il faut regarder la réaction des Américains. Vous avez le grand patron de Target, une grande chaîne de vente au détail, qui dit il peut faire ce qu'il veut, là. Mais les prix vont augmenter. La laitue, les avocats, c'est pas vrai qu'on impose des tarifs. Puis est-ce qu'on va arrêter de jouer au fou et d'annoncer quelque chose, puis l'économie se prépare, puis finalement, c'est le contraire. Et vous avez un sentiment de grogne, de révolte, même chez les républicains, même chez les gens qui ont appuyé Trump lors de la dernière élection. En Europe, le Conseil extraordinaire de 27 pays européens a eu lieu à Bruxelles et on a décidé donc d'investir une enveloppe de 800 milliards d'euros pour augmenter la capacité militaire. Donc, on va investir beaucoup d'argent très rapidement et dans un premier temps pour soutenir l'Ukraine. Mais en même temps, beaucoup de leaders européens disent il faut le faire là, parce qu'on ne comprend pas vraiment cette alliance pour le moins bizarre entre Poutine et Trump et la mise de côté de l'OTAN, de l'Europe. Mais il faut garder espoir et maintenir des relations qui sont nécessaires avec les Américains. L'Europe, bien sûr, peut aider l'Ukraine, mais ça ne peut pas remplacer les services de renseignement américains et la puissance militaire des États-Unis. On parle beaucoup d'immigration. La presse, ce matin, nous raconte une histoire assez incroyable. On sait qu'il y a quand même mouvement aux frontières. Et la politique de Trump pousse des gens à vouloir quitter vers le Canada. Puis il y a des gens qui partent du Canada pour aller aux États-Unis. Donc, ce qui s'est passé récemment, on a saisi des cahiers, des espèces de calepins, un peu comme pour des prêteurs usuraires, des calepins qui appartiennent à une organisation criminelle mexicaine qui s'est installée à Montréal. C'est Vincent Larouche, Daniel Renaud qui travaille là-dessus pour la presse. Et ils ont fait de l'argent en faisant traverser illégalement la frontière à des centaines de migrants. Et quand vous regardez ces cahiers, je vous le dis, là, vous avez les montants payés en dollars canadiens, dollars américains. Ce qu'on sait, c'est que c'est une organisation criminelle, donc mexicaine, une dizaine de sbires connus à Montréal, dont plusieurs font partie de la même famille. Ils organisent des traversées dans les deux sens de la frontière. Canada-États-Unis, États-Unis-Canada. C'est à peu près 5 000, 6 000 $ par passage. Ils auraient ramassé autour de 1 million en l'espace de 7 mois. Puis vous comprendrez que ce sont des criminels actifs dans la vente, le trafic de stupéfiants et connectés sur les cartels mexicains de la drogue. Il y a le chemin Roxane qui est très connu, mais il y a d'autres endroits, par exemple en Montérégie, la municipalité d'Elgin, pardon,
où on a arrêté des gens. Et un des principaux dirigeants de cette organisation habite dans un condo sur le boulevard René-Lévesque. Je vous le dis, on est dans des romans pratiquement d'espionnage et c'est assez particulier. Quartier général de l'opération, et c'est de cet appartement, de ce condo, qu'on est en train de diriger les opérations. Ce sont des documents qui ont été présentés devant les tribunaux. Le premier ministre, François Legault, est pas content. Il nous a promis de ne pas augmenter les tarifs d'électricité de plus que 3 %. Son ministre de l'époque, Pierre Fitzgibbon, disait « faut que les Québécois payent un peu plus cher, faut mettre une valeur, un prix, finalement, à l'électricité. » Mais là, c'est la régie, c'est le tribunal administratif, la régie de l'énergie, qui refuse de plafonner à 3 % la hausse des tarifs. Je pense que la fumée sort par les oreilles du premier ministre. Il a dit dans les dernières heures, notamment sur les réseaux sociaux, il n'y en est pas question. Je vais trouver une solution. Donc, la régie rejette la demande d'Hydro-Québec. C'est le monde à l'envers, là. Hydro-Québec qui a dit, nous, pour des raisons sociales, économiques et politiques, on demande 3 %. La régie dit non. Dans le fond, vous auriez eu besoin de 3,8 % strictement pour répondre à la hausse de vos coûts de production. Et c'est pour ça qu'on décrète que la hausse sera de 3,6. Hydro veut contester. Hydro aurait besoin de plus d'argent, dit la régie, puis Hydro dit non, 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 non. L'actionnaire pense qu'on en a assez. Politiquement, il a promis 3 %. Qu'est-ce qui va se passer dans les faits? Ça semble assez complexe de contester une décision de la régie, d'autant plus que ça s'applique le 1er avril. Alors, c'est à peu près certain que vous allez payer un peu plus. Est-ce que le gouvernement va remettre l'argent, Hydro-Québec? Quelle sera la stratégie? Mais M. Legault promet de trouver une solution. Ça, c'est pour cette augmentation, donc, des tarifs d'électricité de 3,6 %. C'est à peu près, là, même pas une pièce de plus par mois, cette différence entre ce que le gouvernement voulait et ce que la régie décrète. Pour ce qui est des pertes liées à ceux qui ne payent pas, les mauvais payeurs, ben, c'est un niveau record qui a été atteint. On trouve ces informations dans Le Soleil ce matin. On a radié 80 millions de dollars à Hydro-Québec en créances là, qui sont irrécupérables. Des gens qui ne payent pas et qui ne paieront jamais. C'est quand même des sommes importantes. Et il y a de plus en plus d'interruptions de services. En 2024, Hydro-Québec a débranché 38 000 clients. C'est 3 000 de plus qu'en 2023. Remarquez qu'on a eu des années records là, de 50 000 clients qui ont été débranchés, des gens qui ont de la difficulté à faire les paiements, puis même quand ils ont des ententes, ben, ça demeure complexe. Puis il y a tout le dossier litigieux, vous le savez, avec les Premières Nations. Décision historique, c'est-à-dire que la Cour supérieure vient d'approuver une entente de 32,5 milliards, 2 recours collectifs qui avaient été déposés par les victimes du tabac depuis 1998. Vous imaginez cette saga devant les tribunaux. Alors, il y avait eu une première entente en décembre dernier avec les créanciers, parce que l'industrie du tabac, évidemment, est en difficulté financière. Ils ont tout fait pour dire on n'est pas capable de payer. Mais si on résume, là, les géants du tabac ont 20 ans pour payer. Il y a un calendrier, je n'irai pas dans tous les détails, mais ça veut dire que les victimes obtiennent 4,1 milliards, les victimes du Québec. Les gouvernements vont se partager 24,7 milliards pour ce qu'on appelle les dettes en santé générées par l'industrie du tabac parce qu'ils ont vendu des produits qu'ils savaient nocifs. Alors, c'est quand même majeur. Vous allez me dire, qui peut recevoir ça? D'abord, des gens qui ont fumé, qui ont eu le cancer, puis il y a toute une catégorie, enfin, il y a des catégories, des critères que vous devez respecter. Par exemple, cancer du poumon, de la gorge, emphysème, 100 000 $ si vous avez commencé à fumer avant 1976 et 80 000 $ après 1976. Et ça dépend aussi du nombre de cigarettes que vous avez fumées. Toujours dans le domaine de la santé, les cas de rougeole inquiètent au Canada. La santé publique rappelle qu'il faut se faire vacciner, que c'est la meilleure protection. Aux États-Unis, je vous ai parlé de Kennedy, qui a comme un double discours actuellement. Oui, on va fournir les vaccins, mais en même temps, il y a des traitements qui peuvent faire l'affaire.
La majorité des cas sont des enfants, donc 227 cas au Canada. Aux États-Unis, il y a un enfant qui est mort, qui n'était pas vacciné au Texas. Il y a un adulte aussi qui a développé des symptômes de la rougeole au Nouveau-Mexique. Et ici, il y a eu une éclosion au début décembre dans la région des Laurentides parce qu'il y a une personne qui arrivait de l'extérieur, qui était infectée, puis qui a contaminé des gens qui participaient à un congrès. Puis là, évidemment, il y a eu d'autres personnes qui ont développé des symptômes de la rougeole. Quelques cas ont été confirmés, Montréal, Laval, Montérégie. Et ça peut être une maladie là, qui laisse des séquelles graves. Ça peut aller jusqu'à la mort. Évidemment, si c'est prêt à temps, il n'y a pas d'enjeu, mais quand même, là, surtout pour les enfants, ça peut poser des problèmes, d'où l'importance de la vaccination. C'est surtout aussi très contagieux et ça peut se propager. Alors, vous verrez dans vos journaux ce matin les conclusions de la santé publique là-dessus. Puis, il y a quand même un bon nombre de parents qui refusent de faire vacciner. Il y a 2 doses qui sont nécessaires. Et puis, on n'est pas vraiment intéressé. Là. Il y a des anti-vax qui ne veulent pas exposer leurs enfants à ça. Réseau de la santé. Bon, on a perdu M. Abergel cette semaine, le numéro 2 qui s'est fait congédier. Il va recevoir quoi? 1,5 million, là, c'est son salaire pour 1 an, j'imagine. Et j'ai appris par mon collègue Jonathan Trudeau qu'on lui avait offert la présidence d'Urgence Santé. C'est le genre d'organisme qui nage dans les problèmes depuis des années. Relations de travail tendues, mauvaise gestion, le ministre les a brassés. Puis là, tu dis au gars, je te mets dehors de Santé Québec, mais si tu es prêt à aller comme PDG d'Urgence Santé, on pourrait transférer tes boîtes. Sérieux, là, c'est sûr qu'il va sauter sur le chèque, puis il va aller faire sans doute autre chose. Maintenant, on est vraiment dans le brassage des affichages de postes dans le réseau de la santé. C'est compliqué. Il n'y a pas une journée où j'ai pas des courriels d'inalo, de préposés, d'infirmières. Et là, des gens qui, théoriquement, sont mis à pied, leurs postes sont abolis. Mais en même temps, on affiche d'autres postes parce qu'on veut enlever des gens qui sont de jour, les envoyer de soir. On manque de personnel à certains endroits. À travers tout ça, vous avez les compressions budgétaires de 1,5 milliard. Je vous dis, là, c'est compliqué. Et visiblement, la communication n'est pas claire entre ce que veut Santé Québec, ce que fait Santé Québec et les administrations dans les CIS et dans les CIUS. Dans le Journal de Montréal, je pense qu'on résume assez bien l'affaire ce matin en disant que le monde, les employés, ne parlent que de ça actuellement sur les étages. Le fameux projet d'acquisition d'alimentation Couche-Tard sur cette chaîne contrôlée au Japon de dépanneurs 7-Eleven, les discussions continuent et on dit que Couche-Tard a même trouvé des partenaires, des acheteurs potentiels pour des dépanneurs américains qui seraient obligés de vendre pour respecter les lois américaines contre les trusts, contre des entreprises qui contrôlent une trop grande part de marché, les monopoles, si vous voulez. Donc, on pourrait, si jamais on achète ces dépanneurs, en vendre à peu près 2000. C'est une transaction, la proposition de Couche-Tard, là, de 47-48 milliards de dollars américains. On sait que la famille japonaise qui est à la base de cette entreprise s'est retirée en disant on n'a pas le financement. Puis on discute avec Couche-Tard. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que le conseil d'administration va trouver que c'est une bonne transaction? Il y a des experts qui pensent que malheureusement, Couche-Tard ne pourra pas accoter ça, mais c'est à voir. Le président de la Banque nationale, Laurent Ferreira, a vu sa rémunération atteindre 12 millions de dollars en 2024. C'est 3 millions de plus que l'année précédente, une augmentation de 29%. Ça comprend le salaire, ça comprend les options, ça comprend tout ça. 12 millions, vous allez me dire, c'est quand même payé pas mal. Juste vous dire que le président de la Banque Royale, c'est une plus grosse banque, lui, il est allé chercher 26 millions. 26. Banque nationale, 12. Banque Royale, 26 millions. Puis encore là, avec les options, les actions, le fonds de pension et le salaire. Quelques nouvelles en terminant. La PDG du Fonds de solidarité FTQ, Janie Béic, a payé, semble-t-il, de sa poche 1750 $ pour participer à une soirée de financement avec le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre. Il fait ça, là, il rencontre des gens, ça leur coûte 1750 $. Ça s'est passé le 26 février au centre-ville de Montréal. Là, tu dis, mais qu'est-ce que la présidente du Fonds de solidarité fait à une activité de Pierre Poilievre? Je rappelle que Mme Magali Picard, la présidente de la FTQ,
a dit « Hey, Poilievre, c'est un ennemi pour les travailleurs. » Donc, que fait la PDG là? Réponse de la FTQ, c'est qu'elle participe à ce genre de rencontres, d'événements, pour partager ses idées, ses préoccupations sur l'économie, sur la crise du logement, sur ce qui se passe probablement aux États-Unis. Et on nous dit qu'elle paie ça de sa poche, que c'est pas le Fonds de solidarité qui va rembourser le prix du billet. C'est toujours important de poser des questions sur qui paye quoi à la FTQ, surtout à la FTQ Construction. Dans ce cas-là, c'est elle qui sort ça de sa poche, 1750 $. Également, dans le Devoir ce matin, on nous dit que les chantiers, notamment celui du tunnel La Fontaine, ont poussé des enseignants à quitter les écoles de l'Est de l'île, la pointe de l'île notamment, des gens qui disent « c'est pas vrai que moi vivre le trafic, la congestion routière », donc ils décident de s'installer, par exemple, sur la rive sud de Montréal, où il y a une hausse de profs quand même qui arrive. Alors, ça cause des problèmes, bien sûr, de gestion. Et puisqu'on parle d'école, très rapidement, je lisais ça dans Le Monde. Au Québec, on est obsédé par la sécurité. Hein? Les enfants sont dans la ouate. S'il y a une cour d'école où il y a de la neige d'accumuler, on ne veut pas que les enfants grimpent d'un coup, que quelqu'un se blesse. Tu sais, c'est comme une surprotection, puis on les empêche de se développer. En France, il y a ce qu'on appelle un concept d'une journée à l'extérieur pour faire en sorte que les enfants touchent, goûtent la nature. Je précise que c'est pas dans toutes les écoles, mais quand même, c'est une fois par semaine. Beau temps, mauvais temps. Soleil, neige, pluie, chaud, froid. Les profs font la classe dehors. Ils amènent les enfants dans un champ, en forêt. Et on peut enseigner les mathématiques en jouant avec la nature. On peut donner des lectures à faire. Mais c'est décrété par l'école, là. Alors, s'il fait froid, on s'habille. S'il fait chaud, ben on est avec des vêtements plus légers. Et là, là où c'est vraiment intéressant, c'est la réaction des parents. Il y a des parents qui sont inquiets, qui se disent, mais est-ce que mon enfant va être en sécurité? Ce prof qui donne le cours dans une des écoles dit, les parents ont peur de tout, des pédophiles, des terroristes, des insectes. On préfère garder son enfant sur le sofa avec son téléphone intelligent. Est-ce qu'on devrait faire ça au Québec? Décréter qu'une fois par semaine, on puisse comme ça donner des cours à l'extérieur. Je termine en vous rappelant qu'on a un nouveau balado disponible. On n'a pas tout dit avec Alain Crête et Catherine Brisson. Deux invités cette semaine, Arnaud Soli, qui nous parle de son nouveau spectacle. C'est son deuxième one-man show. Et le thème, c'est la fertilité. Nous, ça faisait 3 ans qu'on était là-dedans, suivi Sainte-Justine, les inséminations, les meetings à chaque semaine, puis on gardait ça pour nous autres. Je pense que notre famille ne savait même pas. Puis à un moment donné, je me suis dit, après coup, quand ma première fille est née, j'ai dit, hey, t'es-tu à l'aise que j'en parle? Parce que je pense que ça va faire du bien aux gens. Parce que nous, quand on s'est mis à en parler, ne serait-ce qu'à nos proches, on aurait réalisé que dans notre entourage, il y avait des gens qui étaient suivis à la même place. Des bons amis. Puis vous en parliez pas? Non, il y a comme une gêne, il y a comme un tabou, je sais pas. Il y a comme une honte qui vient avec ça. Notre deuxième invité, c'est le comédien, l'acteur Jeff Boudreau, qui a annoncé cette semaine qu'il est candidat pour le Bloc québécois dans Brome-Missisquoi. Et il nous raconte un peu comment tout ça est arrivé. Là, Alexis m'appelle et il me dit, ça te tenterait-tu de te présenter dans Brome-Missisquoi? Ben là, je lui dis exactement ça. Moi, je visais plus la soixantaine. Je suis pas prêt tout à fait. Mais je regarde, la semaine prochaine, je m'en vais au Saguenay, là. Puis j'ai dit, on ira lunch ensemble. S'en est suivi une année où j'ai réfléchi. J'ai rencontré le chef. Je suis allé à Ottawa, assisté à la période de questions, une petite partie de golf. Bon. Mais j'étais craintif. Parce que ça fait quand même tout près de 30 ans que je suis un acteur. Je gagne relativement bien ma vie. Puis, je le savais pas. Jusqu'au jour où, à un moment donné, je me suis dit, OK, si tes rêves te font pas peur, c'est parce qu'ils sont pas assez grands, là. C'est normal que t'aies peur. Fait que let's go. Mais là, j'ai décidé de plonger. Ça complète la revue de presse. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous donne rendez-vous à lundi. Balado exclusif, grande entrevue et revue de presse. Retrouvez tout le contenu de votre animateur en tapant Espace Polarcan dans votre moteur de recherche.